Aujourd'hui, puisque Daniel Tran, qui est le maître des horloges, m'a donné un quart d'heure, donc je vais être assez rapide. Vous vous souvenez d'Avignon, qui a été une très très belle journée consacrée à la francophonie. Le matin, j'avais été un petit peu pessimiste en disant voici les réalités de la francophonie, un passé difficile depuis 1881-82, quand le mot a été inventé après la défaite de 70 par Onésime Reclus, le géographe. Et puis ensuite, l'après-midi, c'était beaucoup plus d'espoir, c'était beaucoup plus ce que la MOPA peut faire et comment la francophonie peut se développer, notamment grâce à la Cité internationale de la langue française, dont le président, M. Bailly, est ici. Et ça s'est passé un 9 octobre. Et lorsque j'avais appelé Abdou Diouf en lui disant « ce serait bien que nous ayons un mot de votre part, Monsieur le Président », il m'avait dit « 9 octobre, extraordinaire, c'est la naissance de Léopold Senghor ». Donc c'était vraiment un curieux hasard intéressant. Depuis, il y a eu des choses un peu nouvelles. D'abord, alors je vous montre, même si c'est un petit peu loin, un ouvrage qui est paru, qui s'appelle, alors dirigé par Bernard Certeglini, qui est un grand linguiste, et qui s'appelle « Chronique de la langue française », je vous le montre de loin, « Chronique de la langue française en résilience ». En résilience. Effectivement, en résilience. Alors ça m'a interpellé, puisque je m'occupe, comme un certain nombre d'entre vous le savent, de l'IHEDN, l'Institut de défense nationale, et le sujet annuel que nous avions à l'étude, dont nous avons fait le compte-rendu, on a fait un forum des études le 3 décembre dernier au Havre, accueilli par M. Édouard Philippe, d'ailleurs au Havre, c'était le thème de l'année, la résilience. Et certains et certaines ici connaissent l'IHEDN et ont travaillé sur ce sujet. Et effectivement, la résilience, on en parle à tout propos, mot qui a été lancé par Boris Cyrulnik, pris aux États-Unis. Mais pour ce qui est de la langue française, effectivement, avoir ce titre chronique d'une langue française en résilience, ça signifie que la langue française, non seulement n'est pas morte, n'est même pas en danger, et finalement qu'elle se développe énormément, grâce notamment à l'Afrique. Grâce à l'Afrique, sachant que la première ville au monde, la première capitale, la première ville francophone, ce n'est plus Paris, c'est Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. De la même manière, en ce qui concerne les nouveautés depuis Avignon, à part cet ouvrage sur la résilience en langue française, c'est ce dont j'avais parlé, la francophonie économique. Et effectivement, il y a eu une réunion qui s'est tenue à Paris, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, avec le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, sur la francophonie économique. Et je vous cite ce que le président Malagasy disait il était à la tête d'une très très grosse délégation économique, et à la fin de son discours, voici ce qu'il disait devant 600 entrepreneurs francophones, dont 450 qui n'étaient pas européens. Voici ce que dit le président: « Nous devons profiter et tirer profit de la francophonie pour échanger de manière collective. C'est une plateforme pour tisser les liens commerciaux existants et d'en créer d'autres. » Et effectivement, il y a longtemps que je dis, la francophonie culturelle, c'est bien, c'est très important, c'est ce qu'a défendu l'OIF avec Abdou Diouf et ensuite les présidents qui lui ont succédé, mais la francophonie économique est essentielle. Effectivement, ça peut être le point de départ de la mondialisation, un point de départ très simple. Dans la mondialisation, la francophonie serait en fait, on serait plus fort si la francophonie était économique. Les économistes, toutes les nations francophones pourraient définir une ère économique francophone avec une banque de développement francophone. Le but, ce serait de fournir un cadre conceptuel pour faciliter les échanges, améliorer la compétitivité des régions francophones, lutter contre la pauvreté des régions francophones, et puis également les aider pour ce qui est des pays les moins avancés par rapport au changement climatique. On a donc un challenge, j'emploie exprès ce mot qui n'est pas un mot seulement anglais mais français, puisque ça vient d'un mot médiéval, challengier, qui voulait dire en fait calomnier, c'est ça, challengier. Donc on peut dire défi, on peut dire challenge, on peut dire challenge. Challenge est un mot tout à fait français, comme mail, hein, on l'avait dit l'autre fois, qui est un mot tout à fait français, c'est la malpoche, tout simplement. On peut dire courriel, mais mail est un mot français, challenge est un mot français. Il s'agit aussi de récupérer dans ce qui nous vient des mots anglais, ce qui en fait étaient des emprunts des Britanniques au mot français. Donc, effectivement, on peut employer ce mot challenge.
Donc cette francophonie économique me semble fondamentale. Mais en plus de la francophonie économique, comme je vous avais dit déjà à Avignon l'après-midi, dans l'espoir que nous pouvons avoir, c'est la francophonie scientifique. Effectivement, en plus d'une francophonie culturelle, il faut une francophonie scientifique. Or, depuis Avignon, il y a eu, je vous le montre aussi, le livre blanc de la francophonie scientifique. C'est un énorme ouvrage de 232 pages qui a été publié par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Livre blanc de la francophonie scientifique. Donc on est vraiment, depuis Avignon, où je parlais de la francophonie économique, ça y est, ça avance, francophonie scientifique, et ici avec Claude Tran et quelques autres, nous avons des scientifiques de pointe. Je crois que c'est fondamental. Dans cet ouvrage, Livre blanc de la francophonie scientifique, je vous cite 2 passages. Premier passage qui est vraiment éloquent, la langue ne se limite pas à une belle expression, à une belle grammaire, mais comme quelque chose qui permet de transmettre des valeurs, une vision du monde, une manière de penser, de concevoir les choses, et donc de ce point de vue-là, il faudrait rendre l'apprentissage du français comme une langue contextualisée et scientifique. Et un peu plus loin, on parle, avec un mot qui me va chaud au cœur, puisque vous savez que originellement je suis prof de langue ancienne, de langue indo-européenne, et effectivement, il y a un chapitre qui s'intitule « Le kairos de la diplomatie scientifique ». Kairos signifiant le moment opportun en grec. Il y a d'ailleurs une association, on fera le prochain congrès à Genève, il y a une association à Lausanne de psychanalystes qui s'appelle Kairos. Le moment opportun pour être en thérapie, ce qui est une série qui est passée sur Arte jusqu'à jeudi dernier. Et effectivement, dans ce kairos de diplomatie scientifique, il est dit dans ce livre blanc de la francophonie scientifique, apparu il y a une quinzaine d'années dans la grammaire des relations internationales, la diplomatie scientifique, ou pour le dire simplement et sans doute un peu rapidement, l'utilisation de la coopération scientifique internationale à des fins qui ne se reproduisent pas au seul avancement des sciences et des techniques, constitue l'un des modes de recours à la connaissance scientifique pour renseigner l'action publique. On est donc tout à fait dans ce que nous disions à Avignon. En plus de la francophonie culturelle, il faut aller vers l'économique, vers le scientifique. Mais le scientifique, c'est pas évident. Comme je vous disais déjà à Avignon, en ce qui concerne les maths, en ce qui concerne les sciences dures, en ce qui concerne la physique nucléaire, l'astrophysique, c'est vrai qu'on a tendance à faire des comptes rendus en anglais, à faire des interventions en anglais. Donc comment est l'entrée? Où est la brèche? À mon avis, la brèche, c'est la médecine. Ce sont les sciences de la vie. Alors déjà à Dinard, nous avons créé une maison de la francophonie grâce à des médecins, notamment le docteur Bonnel. Donc ce sont souvent les médecins qui font partie d'une association mondiale des médecins francophones et qui sont en pointe. Or, par rapport à Avignon, il y a non seulement des nouveautés dont je viens de vous parler, mais il y a des nouveautés alors toutes récentes. Hier soir, la composition du gouvernement. Déjà, nous avons donc une éducation nationale qui s'appelle PAM Dial. Alors, je vous précise, je l'avais déjà dit l'autre jour, si on veut que les autres s'intéressent aux Français, intéressons-nous aux langues étrangères. Ça, c'était la première chose. Donc, déjà, prononçons bien. C'est pas Ndiaye, c'est Ndiaye. C'est pas Mbappé, c'est Mbappé. Donc, déjà, c'est Monsieur Ndiaye. Hein. Il va falloir bien prononcer. Et comme ça, je ferai plaisir à mes amis Wolof et Sérère de prononcer les langues africaines comme il faut. Alors, non seulement donc M. Ndiaye a été nommé, donc naturellement que la MOPA, je pense, avec Michel Bujani et Jean-Pierre Colvent sont en relation directe avec le nouveau ministre, mais en plus, lorsqu'on parle de francophonie médicale, c'est assez extraordinaire, car effectivement, nous avons une nouvelle secrétaire d'État qui s'appelle Chrysoula Zaharopoulou, donc qui est d'origine grecque. Alors, je ne sais pas si d'humeur elle est spartiate, en tout cas, elle est née à Sparte. Elle est née à Sparte en 1976. Et donc, elle a été nommée auprès de Madame Colonna, qui a remplacé Jean-Yves Le Drian, que je connais bien, puisque j'arrive de Lorient. Donc, il a été député maire de Lorient pendant un certain temps. C'est Madame Colonna qui l'a remplacé. Et Madame Zaharopoulou, elle est chargée auprès de Madame Colonna du développement de la francophonie et des partenariats internationaux. Alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est bien, on a donc une secrétaire d'État à la francophonie. Oui, mais il y a un plus. C'est que c'est une gynécologue. C'est quelqu'un qui est donc totalement branché dans ce que je viens de dire, la francophonie médicale.
En plus, par rapport à ce dont je m'occupe par ailleurs, l'IHEDN, elle a été en poste à l'hôpital Bégin, l'hôpital des armées près de Paris. Elle a beaucoup travaillé sur l'endométriose, elle est donc d'origine grecque, elle va être en charge de la francophonie, et précisément, je crois qu'il va falloir que la MOPA s'adresse à elle directement, car si une des brèches de la francophonie scientifique, c'est la francophonie médicale, c'est la façon de gérer tout ce qui est médical du point de vue français et non pas anglophone. On avait travaillé fut un temps à l'IHEDN sur l'Afrique du Sud, et on avait essayé de montrer que précisément la médecine dans le monde est divisée en deux. Je ne parle pas des médecines traditionnelles, chinoises ou indiennes, mais la médecine hippocratique est divisée en deux. Il y a la médecine anglophone, la médecine francophone. Et j'ai assisté précisément à Kinshasa à une réunion avec le docteur Mukawebe, celui qui répare les femmes, comme on dit, qui a été prix Nobel de la paix. Et il y avait là 400 médecins francophones qui venaient du monde entier, qui étaient d'origine congolaise. C'était une réunion qui avait lieu le lendemain des attentats du Bataclan. On a été le dernier avion à partir pour Kinshasa, on est arrivé le matin en apprenant la catastrophe qui avait eu lieu la veille à Paris. Et donc cette réunion qui a plus de 400 médecins francophones, c'est cette médecine francophone qui se distingue de la médecine anglophone. Or là, avec la nouvelle secrétaire d'État, et je pense que la MOPA aura tout à fait à cœur de la contacter et de voir avec elle comment on peut travailler, je pense qu'on est tout à fait dans cette évolution, la francophonie culturelle, traditionnelle, francophonie économique, francophonie scientifique, par la brèche de la francophonie médicale. Hier, Jean-Pierre Paulvan disait que la MOPA est partout dans le monde, effectivement. Nous avons la chance d'avoir des sections représentant le monde entier, ce qui n'est pas le cas des autres ordres. Les autres décorés, sur la Légion d'honneur, le mérite agricole, etc., ne sont pas représentés dans le monde comme nous, grâce à nos sections de l'étranger. Jean-Pierre Paulvan disait également que la francophonie, et grâce à la MOPA, la francophonie et la MOPA sont dynamiques, et il disait également qu'il faut développer la langue française sous toutes ses formes. Et j'ai été sensible au fait qu'ils ne disent pas francophonie, mais langue française. Car vous savez que le mot francophonie est assez contesté maintenant, notamment en Afrique, où il y a un relent de colonialisme, etc. Alors je trouve extrêmement intéressant parce que, effectivement, la cité internationale ne s'appelle plus francophonie comme on l'a dit au début, maintenant ça va être la langue française. Et pour lier les deux, c'est le mot donc, que j'avais essayé d'introduire notamment à Dakar, lorsqu'on a fait le centenaire de l'anniversaire de la naissance d'Aimé Césaire. Alors il avait écrit cahier d'un retour au pays natal, on a fait cahier d'un retour au pays ancestral, donc c'était assez intéressant de faire ça à Dakar avec le président Macky Sall. Et là j'avais introduit ce concept de franco-polyphonie. Ce qui n'est pas la franco-polyphonie, c'est aussi les langues régionales. La franco-polyphonie, c'est aussi de s'intéresser aux langues des autres, ceux qui ont la langue française comme langue véhiculaire, mais comme langue vernaculaire, il y a les langues locales, ce qui est le cas notamment à Kinshasa, on parle plutôt à la maison Swahili ou Lingala, mais c'est quand même Kinshasa la première capitale francophone du monde. Donc je pense que cette franco-polyphonie, en lien avec l'OIF d'un côté et la Cité internationale, maintenant l'IR Cotteret, bien évidemment, je pense que de ce point de vue-là, la MOPA peut être réellement en pointe, la MOPA peut être à la pointe de ce combat. J'ai toute la confiance dans le travail de la MOPA et j'espère que maintenant, avec la nouvelle secrétaire d'État, nos relations vont être excellentes et qu'on va pouvoir développer à la MOPA, je dirais, la francophonie ou la défense de la langue française ou la franco-polyphonie globale, c'est-à-dire à la fois culturelle, à la fois économique, à la fois scientifique. Et là, j'ai totalement confiance dans nos forces et dans l'avenir de la MOPA. Je vous remercie infiniment.